Bonjour à toutes et à tous, ici Laurie et vous écoutez Épicéa, un podcast dédié aux témoignages inspirants de personnes engagées. Il y a 1 an, j'écoutais l'épisode de passage « S'aimer malgré son vote », qui raconte l'histoire d'amour entre une femme de gauche et un homme d'extrême droite. Et ça m'a bouleversée. Comment était-ce possible que ces 2 personnes aient des valeurs communes ? J'ai voulu comprendre comment on relationne avec des personnes du bord politique opposé, que ce soit amicalement, amoureusement, professionnellement ou au sein de la famille. Les relations, c'est compliqué, c'est pas rationnel, ça nous prend aux tripes, parfois pour des raisons complètement inexplicables. J'ai donc pris un café avec 4 d'entre vous et ces personnes m'ont raconté leurs relations avec le bord politique opposé. Cet épisode a été enregistré dans des lieux de vie. Le son n'est donc pas toujours parfait, mais cela n'enlève rien aux propos de mes invités. J'ai pas mal d'exemples autour de moi où les femmes d'un couple hétéro sont plus portées sur des valeurs de gauche et humanistes, alors que les hommes se sont un peu plus radicalisés, notamment avec les réseaux sociaux et la montée du backlash MeToo. Je sais pas trop comment me positionner là-dessus parce que moi j'ai du mal à relationner avec des personnes qui sont plutôt marquées à droite. Ça m'est déjà arrivé avant, mais en fait je le voyais plutôt comme un champ expérimental de pouvoir faire de l'éducation ou de la politisation dans mes dates. Donc si j'avais un date avec un homme qui avait un peu des réflexes de droite ou des propos un peu généraux et simplistes comme ceux que la droite peut tenir aujourd'hui en Belgique. J'essayais justement de voir ça comme un jeu et d'aller le pousser dans ses retranchements et d'essayer de le voir argumenter. Et en fait, très souvent, j'ai pas expérimenté beaucoup de dates avec des personnes de droite, mais les seules fois où c'est arrivé, c'était quand même assez décevant dans la manière d'argumenter leurs propos. Relationner avec des gens et des personnes d'autres bords politiques que nous, je pense que c'est quelque chose d'assez compliqué. Mais je pense que, en fait, si je devais résumer, entre guillemets, en un point, ce serait surtout d'accepter le paradoxe. Parce qu'en fait, je pense qu'en tant qu'être humain, on a toujours envie de tout bien ranger dans les cases, de mettre les choses dans les boîtes, de mettre des petites étiquettes, que tout fasse sens. Et en fait, les choses ne font pas toujours sens. Donc ce qui est intéressant dans le couple, à mon sens, c'est que c'est plus facile de choisir une personne avec des valeurs comme les nôtres, alors que dans d'autres rapports, que ce soit au travail ou les rapports familiaux, c'est un peu plus subi, même si on peut évidemment trouver un travail qui répond à nos valeurs, mais en l'occurrence, moi j'ai un passé d'avocat, et les cabinets d'avocats, c'était quand même assez traditionnel et conventionnel dans la manière de penser. On n'aimait pas trop remettre en question l'ordre établi sur pas mal de sujets. Et donc, j'étais un peu vu comme le gaucho de service du cabinet d'avocats. À moins d'être vraiment super méga aligné à tous les niveaux de ta vie et vraiment faire des efforts pour qu'à chaque niveau, tu te sentes vraiment bien et que par exemple, tu changes de travail pour justement être dans une boîte qui est vraiment super méga alignée avec tes valeurs, etc. J'ai l'impression qu'on est quand même obligé de faire des compromis, surtout au niveau par exemple professionnel. Je pense que le mieux c'est de choisir en amont quelque chose qui nous plaît et qui nous correspond, mais je pense qu'on n'a pas tous le luxe de pouvoir faire ça et donc on est un peu confronté à devoir relationner avec des gens qui n'ont pas le même avis que nous. Et d'un autre côté c'est aussi positif parce que du coup ça nous apprend à réfléchir et à ne pas voir les choses uniquement de notre manière à nous. J'ai envie d'aborder cette question en fait d'abord à travers une relation amoureuse que j'ai eue pendant plus d'1 an où je suis sortie avec quelqu'un qui était bolsonariste et trumpiste. Je sors direct les gros mots ici. Mais c'était très difficile et à la fois je le regrette pas du tout parce qu'en fait je pense que ça en revient en fait à la question un peu du réformisme ou conflictualité, mais à l'intérieur du couple ou de la relation amicale, etc. Je pense que c'est toujours beaucoup plus confortable en fait de rester dans un entre-soi et de socialiser avec des personnes, que ce soit en amitié, en famille, dans des relations amoureuses, avec lesquelles on partage en fait une base solide, parce que c'est plus facile pour se sentir en sécurité émotionnelle simplement et se dire ok, on est ensemble contre le reste du monde, surtout quand on est très engagé en politique et que
ça peut être fatigant parfois de se battre, d'avoir une espèce de safe place à l'intérieur de ses relations intimes. Je pense que ça peut être une ressource importante. Et en même temps, je pense que c'est un peu comme si je fais la comparaison avec les réseaux sociaux, en fait. Simplement de rester dans sa bulle, c'est peut-être pas toujours la meilleure ou la seule situation qui est possible. Et si le fait d'avoir des personnes qui sont du même bord de politique que nous est un peu si on veut, la conflictualité où on est à l'intérieur, on est en paix et en fait on va se fighter vers l'extérieur avec des personnes dans nos engagements politiques. Si on prend quelqu'un qui est dans un autre, en fait, qui a d'autres croyances politiques que les nôtres, d'autres combats, en fait, on est un peu dans le réformisme où on essaie de travailler à l'intérieur. Et je pense que voilà, ce débat est très très vieux et je pense qu'il y a dans les deux, en fait, il y a des bonnes choses à prendre et des choses très compliquées. C'est sûr qu'il peut y avoir effectivement des déséquilibres qui se créent. Oui, du fait qu'on n'a pas tous le même rapport à toutes les questions. Ça, c'est aussi quelque chose que je vois dans les relations avec des gens qui sont de générations différentes. Je pense notamment à mes grands-parents qui, pour le coup, pas de mauvaise volonté, mais peuvent sortir... un jour, en fait, nous ont sorti en toute tranquillité le N-word, en disant « mais non, mais c'est normal et tout ». Et c'est comme ça qu'on dit, c'est pas insultant. Alors, quand on leur a expliqué, ils en sont revenus. Mais en fait, ça aurait pu être très vite un no-go pour quelqu'un, alors que eux ne mettent pas ne mettaient pas le même signifiant derrière. Et pour eux, c'était quelque chose de théorique, c'était jamais qu'un mot pour décrire. Et la preuve de ça, c'est d'ailleurs qu'ils y ont très très vite renoncé en fait. C'était pas du tout un enjeu pour eux, c'est juste que c'était un mot qui pour eux faisait partie du vocabulaire acceptable. Mais voilà, face à quelqu'un de racisé, ça serait probablement pas passé du tout. Et là, on voit très clairement un déséquilibre et qui pour moi en fait pose problème quand il n'est pas reconnu. C'est-à-dire quand des gens vont commencer par exemple à s'attacher à leurs droits, par exemple à dire tel mot au prétexte que c'est leur liberté, sans se rendre compte qu'en fait c'est pas parce que pour eux c'est juste un mot que pour quelqu'un d'autre c'est pas extrêmement insultant ou voire même en fait pire, que ça réveille pas même des traumas. C'est pas. Et donc ça pour moi c'est là vraiment que le déséquilibre il vient. Et en fait, je pense qu'après, ça, c'est un thème aussi, globalement, dans ce type de relation, c'est la considération pour l'autre, en fait. Jusqu'à quel point tu es capable de dire, en fait, même si je ne comprends pas, je me retiens de faire ou de dire telle ou telle chose, voire même je change ma façon de voir les choses, parce que je vois que je tiens la personne en face, et que donc... en fait, je m'adapte pour pas la faire souffrir, tout simplement. Moi, je suis à un âge où on commence à se poser de plus en plus de questions par rapport à ça. Dans le sens où moi, ça fait maintenant 3 ans que je travaille, donc 3 ans que je suis sortie des études. Et du coup, moi, j'ai des potes quand même depuis longtemps. Mon copain aussi depuis longtemps. Et quand on était potes de base il y a longtemps, on se posait pas ce genre de questions, quoi. Et c'est seulement maintenant qu'on rentre des fois un peu dans des débats ou des questions ou des sujets où on parle plutôt de ça. Donc je trouve que déjà en termes d'évolution de la vie, c'est un peu nouveau pour moi, on va dire. Mais de mon expérience, c'est pas spécialement facile. Après, moi, j'ai une chance, je sais pas trop comment ça se fait, mais dans mon entourage, il y a des personnes qui sont quand même plutôt, en général, ouvertes d'esprit. Et ça, je trouve que c'est une clé, en tout cas, pour relationner du coup avec des gens de l'autre bord politique. Donc moi, je fais une thèse sur l'éco-citoyenneté. Et j'essaie de voir un peu justement, en fait, les personnes des marches pour le climat, etc., c'est toujours à peu près les mêmes personnes. Les personnes dans l'activisme le savent, elles sont toujours blanches, elles sont très souvent universitaires, urbaines, etc. C'est toujours les mêmes personnes. Et en fait, moi je me disais, j'ai pas envie de reproduire ça, et aussi la critique des discours de gauche, qui en général s'adressent à ces mêmes personnes, dans mon couple. Parce que si moi j'ai acquis des valeurs qui sont les miennes, c'est quand même entre autres en partie à une époque grâce à mes parents, et donc ça me coûte de penser qu'ils sont plus dans les mêmes valeurs que moi sur certains aspects. Ma mère quand même beaucoup moins, je dois quand même le dire, parce qu'on parle beaucoup de ça et donc on est relativement alignés. Mais mon père se nourrit beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup moins sur des médias sourcés, etc.
Et donc ça nous amène parfois à des questions et des débats très... du coup, qui rentrent un peu dans la post-vérité, où je dois un peu me battre sur certains aspects pour lui dire, mais en fait, dis-moi d'où vient cette info, et si tu l'as trouvée sur un compte Facebook ou sur un blog qui n'est pas sourcé, peut-être il faut te remettre en question, mais c'est aussi super dur, parce que moi je viens d'une famille qui n'est pas universitaire, et moi j'ai fait des études. Et donc, parfois, au début, j'arrivais toujours avec un postulat de « je sais mieux que vous », qui, avec le recul, j'ai appris à moins arriver avec cette énergie-là, parce qu'en fait, déjà, c'est presque du mépris de l'éducation de mes parents, parce que moi, j'aurais eu plus d'éducation universitaire qu'eux. Donc, il a fallu que, de un, je me rende compte de ça, et de deux, en fait, c'est pas efficace d'arriver avec cet argument-là de « je sais mieux que toi » parce que ça marche pas en fait. Moi j'ai une personnalité qui aime beaucoup débattre, donc moi le débat, les débats familiaux, c'est quelque chose que j'appréciais beaucoup, que aujourd'hui je dirais j'apprécie mais pas avec tout le monde. Moi j'ai une dynamique donc avec mon père qui est un vrai centriste, beaucoup de discussions, de débats. Et avec lui, ça ne me dérange pas. À une exception près, c'est que je me réalise quand même maintenant les effets adverses un peu sur le reste de la famille. C'est-à-dire que comme c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de place, qui peut générer des disputes, ça a mis, je pense, certaines de mes sœurs à l'écart de la politique en considérant que c'était pas leur truc. Ou que c'était quelque chose qui venait perturber un peu le bon fonctionnement. Dans les autres sphères de ma vie, comme tout le monde, je pense, je suis un peu amenée à relationner avec des personnes d'autres bords politiques. Je pense pas des Trumpistes ou des bolsonaristes, mais voilà. Si on prend l'exemple, par exemple, de ma famille, qui est très MR, en fait, on fait un mélange d'évitement et de débats bien spicy. En fait, je trouve ça très compliqué de trouver le bon équilibre et je pense pas l'avoir et je pense que c'est un travail tout le temps d'essayer de faire sens, d'essayer d'être en fait une meilleure personne, de se laisser vivre et en fait d'avoir un petit peu de paix intérieure dans l'intime, mais aussi de pas laisser dire des choses qu'on trouve qui sont inacceptables et aussi de pouvoir finalement apprendre l'un de l'autre. Et c'est quelqu'un de ma famille en plus, mais une personne que je vois vraiment jamais, quoi. Je la vois jamais, il se fait que là, pour raison XY, je l'ai vue. Et en fait, la personne était climato-sceptique. Mais en fait, elle faisait ce qu'on appelle du cherry picking, en mode elle prenait juste certaines informations par rapport au climat et elle regardait pas toutes les informations, quoi. Et du coup, je lui disais, mais attends, là, il y a quand même une unanimité scientifique qu'il y a un changement climatique à cause des humains. C'est juste le cas, donc il n'y a pas vraiment de débat à avoir là-dessus. Et du coup, je disais, mais envoie-moi un petit peu tes sources. Et j'essayais vraiment un peu de le repousser un peu dans ses retranchements, entre guillemets. Et je disais, mais ça m'intéresse, vas-y, envoie-moi un peu quelles sont tes sources, parce qu'il me disait qu'il avait regardé des émissions sur YouTube, des textes, des machins. Mais je disais, mais vas-y, envoie-moi, que je vois, quoi. Ce qui est compliqué, c'est que si tu les attaques de front, ces gens-là, j'ai l'impression qu'ils vont se braquer et que du coup, la discussion n'est même plus possible. De plus en plus de gens se permettent de baser des réflexions sur rien ou sur des choses fausses et moi ça me fait vraiment très peur parce que c'est toute la science, toute la connaissance et qui est mise à mal et si on peut même plus débattre sur des faits en commun ou des idées un minimum communes, on peut plus débattre et là c'est super dangereux pour la démocratie, quoi. Il faut pas qu'on sous-estime justement les espaces privés, je pense, parce que c'est là où on peut plus vite retourner, je pense, des valeurs. J'ai un exemple par rapport à ça. Je parlais récemment avec mon père des personnes trans. Et en fait, mon père, il vit par le prisme on lui montre les personnes trans dans les médias, ou en tout cas, on discute de leurs droits ou de leurs revendications, mais que sous le prisme de s'attaquer à leurs droits. Et donc, dans une discussion, on était à deux dans la voiture, il m'a dit pourquoi est-ce qu'on parle autant des personnes trans ? Et je lui ai dit, mais papa, en fait, on parle d'eux parce qu'on en fait des boucs émissaires et on s'attaque à leurs droits. Eux et elles ne demandent qu'à exister et ça ne change pas ton quotidien.
et ça ne met pas en péril tes droits à toi. Après, ceci dit, je pense quand même la famille, ça peut être justement un lieu de politisation intéressant parce que tu n'es pas immédiatement vu nécessairement comme un adversaire, surtout si t'es pas catégorisé comme le gauchiste de la famille, par exemple, ce qui en l'occurrence c'est plutôt mon cas, mais soit. Parce que du coup, les gens se disent, mais c'est quelqu'un à qui je tiens, c'est quelqu'un que je respecte sur d'autres trucs, et maintenant il me dit quelque chose qui va pas dans mon sens. Peut-être que j'y prête plus attention que si c'est juste quelqu'un dans la rue ou pire quelqu'un sur les réseaux sociaux ou que j'ai lu à travers la presse, quoi. Je me souviens, hein, pour exemplifier ça, en fait, aux élections américaines, qui sont des élections, je pense, qui nous ont tous et toutes à peu près vraiment fort touchés. J'avais mis une story de Taylor Swift. J'avais partagé la chanson Calm Down, et en fait c'est une chanson apparemment qui a peut-être été écrite sur Trump, où elle explique You need to calm down, enfin quand tu écris des tweets, comment te b à 7h du mat, voilà, ce genre de choses, vous irez l'écouter peut-être. J'avais mis ça, et en fait on va l'appeler Café, voilà, comme ça il a un nom. Café répond non, il va pas, il a pas besoin de se calm down, he's just getting started. Et il fait vraiment un amazing job so far. Donc voilà. Et en fait, moi, dans ma relation avec cette personne avec qui j'étais pendant plus d'1 an, j'ai toujours su qu'on n'était pas du même bord politique, mais puisqu'on évitait le sujet, en fait, je m'étais convaincue que c'était parce qu'on avait des différences culturelles, parce que le café venait du Brésil, bizarrement, et je me disais, en fait, c'est très impérialiste de ma part, ou européano-centré, etc., et je comprends peut-être pas sa réalité à lui. Et en fait, finalement, là, j'ai été vraiment choquée, parce que j'ai été obligée de regarder la réalité en face. En plus, Trump, maintenant, en 2025, c'est autre chose encore qu'en 2016. Et j'étais, en fait, j'ai juste répondu, is this a joke? Enfin, en fait, je pensais vraiment que c'était une blague. Et c'était très, 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 très violent. Parce qu'en fait, après, on s'est un peu disputé, etc. Et puis, en fait, je lui ai dit, j'ai besoin d'espace. Et cet espace a duré 3 mois. Ce qui, évidemment, si on relationne avec quelqu'un au quotidien, est un petit peu plus difficile. Mais en fait, moi, le sentiment que j'avais, c'est si c'est quelqu'un qui est OK, rien d'un point de vue féministe en fait, avec un leader qui va dire tout ce que Trump dit, en fait je me sens plus en sécurité de partager mes choses intimes avec cette personne. Mon père il a un peu une rhétorique où il aime bien les trucs anti-système, et en fait c'est un peu la porte d'entrée je pense de pas mal d'idées d'extrême droite, alors que dans beaucoup de pays les représentants d'extrême droite sont quand même vachement dans le système. Et donc quand il me soutient que tel ou tel pays où l'extrême droite est au pouvoir, comme les Pays-Bas ou l'Italie, ont eu un positionnement qu'il a bien aimé sur tel ou tel sujet, en fait ça me fait bondir quoi, parce que je lui dis de manière très plate, en fait dans ces pays peut-être que mes droits seraient remis en question, et donc je commence un peu à m'énerver, et je lui dis en fait j'ai juste envie de pas pouvoir me faire tabasser en rue, donc en fait certes si c'est parti je sais pas, pour une raison X ou Y, remettre quelque chose en question qui lui fait plaisir parce que, soi-disant, c'est anti-système, en fait, ça touche à mon identité, quoi. Donc, en fait, je m'énerve, mais j'ai pas la réponse sur... Enfin, je sais pas comment faire pour ne pas m'énerver, même si je sais qu'au final, c'est sans doute un peu contre-productif. Et en même temps, je me dis, peut-être que le fait de me voir m'énerver, ça va le toucher. Par contre, avec mes oncles et tantes, je pense à une personne de ma famille en particulier. Ça a vraiment un impact, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup plus de mal à apprécier aujourd'hui pour tout un tas de raisons, mais dont les désaccords politiques sont pas nécessairement la moindre des raisons, quoi. C'est pas la seule, mais ça joue très clairement sur la relation. Et puis je vois aussi que j'ai d'autres personnes auxquelles je tiens dans ma famille, dont je me doute qu'ils ne seraient pas d'accord avec moi, et donc j'évite en fait de discuter de ces sujets-là avec eux, parce qu'ils ne sont pas très politisés, mais que je me doute qu'on ne serait pas d'accord, et que pour le coup là c'est pas quelque chose que j'ai envie de mettre au centre de la relation, ou même dans sa périphérie. En général, ça dépend, je pense, du niveau d'énergie et de la gravité entre guillemets que j'estime. Voilà. Je ne sais pas si j'ai un statut pour estimer qu'une chose est grave ou pas, mais en tout cas qui rentre en conflit avec mes valeurs. J'essaie d'en discuter, mais je trouve ça très compliqué de rester calme, parce que c'est des choses qui sont tellement profondes en fait.
surtout sur les questions en fait, environnementales et les questions de féministes. Je pense pas que je pourrais être amie proche ou relationnée avec quelqu'un de la famille qui se situe vraiment sur un bord que je considère comme extrême. On peut aussi avoir des discussions qui peuvent être profondes, mais qui peuvent aussi être violentes, parce que je pense qu'on en est arrivé à un stade où on sait que derrière on peut toujours se réconcilier. Voilà, donc on est parfois un peu, on finit la soirée un peu énervé, mais d'ailleurs c'est souvent rare que ça se termine vraiment sur un désaccord fondamental. Souvent après il y aura une discussion sur autre chose justement, sur lequel il y a plus un point d'accord qui permet de refaire un peu, se dire ok, on n'est pas des ennemis quoi. Et moi, par exemple, c'est quelque chose auquel je fais attention, dans le sens où quand j'ai un débat avec une personne, je vais lui dire, mais en fait, est-ce que tu connais vraiment le sujet ? Est-ce que tu t'es renseigné dessus ? Est-ce que tu as vérifié tes sources ? Parce que je trouve que, pour moi, ça ne se fait pas d'avoir un avis sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde fait un peu ça, avec les réseaux sociaux, etc. Et du coup, moi, j'ai toujours à mon mec, quelles sont tes sources ? Explique-moi un peu ce que tu connais sur le sujet. Mais il y a plein de gens à l'heure actuelle, même dans mes connaissances ou des connaissances de connaissances, qui se permettent d'avoir des avis alors qu'ils ne connaissent pas le sujet, quoi. Genre par exemple, j'ai une pote qui me disait hier, oui, par exemple, moi mon beau-père, il critique les 30 km/h à Bruxelles alors que il vient d'Arlon et qu'il n'y connaît rien à Bruxelles et qu'il a juste un avis tranché sur quelque chose qu'il ne connaît pas. Amicalement, jusqu'où ça va, c'est une bonne question. Je pense que ça va. En fait, ça s'arrêtera là où mes droits pourraient être remis en question. Et il y a quelques mois, j'avais une discussion avec un ami. Donc moi, je proviens de la région du Condro, près de Ciney. Et j'ai pas mal de potes qui sont restés vivre là-bas. Et j'avais une discussion avec lui. Il me disait qu'il avait un ami qui était militaire, si je me trompe pas, et qui avait plutôt viré sur des idéologies d'extrême droite. Et en fait, c'était intéressant parce que mon ami, c'est un homme hétéro qui vit à la campagne. Et donc, lui me disait qu'il pouvait encore entretenir des discussions et peut-être un certain type d'amitié avec la personne en question. Mais en y réfléchissant, je me disais, eux, ils peuvent se permettre ou en tout cas, mon pote peut se permettre de voir ça comme un exercice, comme un sujet qu'ils mettent sur la table à deux, qui est un peu froid, duquel ils peuvent discuter, parce que ça n'entre pas en compte dans leur vie quotidienne. Leurs droits ne seraient pas remis en question par rapport à l'idéologie d'une droite radicale ou d'une extrême droite. Et donc, ils peuvent vraiment en faire un truc un peu très abstrait. Et donc, c'est facile d'en faire juste un sujet de discussion entre deux amis qui peuvent rester amis, parce que bon, voilà. Mais si c'était mon cas, je pense que en fait, à partir du moment donné où la personne remet en question mes droits ou défend des thèses de certains partis qui pourraient les mettre en péril, à un moment donné, je vais vriller. Du coup, ouais, les désaccords politiques dans une relation amicale, en fait, c'est à la fois plus simple et plus compliqué. C'est-à-dire que dans une relation amicale, il n'y a pas la nécessité de maintenir la relation. En tout cas, elle est moins forte que dans une famille. Même s'il y a quelqu'un de ma famille, donc dans mes oncles et tantes, mais même de mes cousins, que je veux absolument plus voir. J'ai pas envie de me couper par exemple de mes grands-parents, j'ai pas envie de leur faire du mal, et donc je vais quand même, et eux prennent pas parti, donc je vais quand même être forcé de me retrouver dans la même pièce que cette personne à certains moments. Dans une amitié, c'est à la fois plus simple, plus compliqué, parce que oui, donc comme je disais, t'as pas l'obligation de maintenir la relation, mais par contre, du coup, c'est une relation qui doit être volontaire, donc soit le désaccord devient insurmontable et alors tu t'éloignes, soit tu dois apprendre à vivre avec. Mais je pense que pour quelqu'un de politisé comme moi, ça reste quand même compliqué. Et je vois aussi que ça se fait naturellement en fait quelque part. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec qui j'ai moins de contacts. Mais parce qu'en fait un désaccord politique c'est jamais uniquement un désaccord politique, ou en tout cas rarement. C'est aussi souvent alors des centres d'intérêt qui divergent, des valeurs qui divergent. Par exemple, un jour j'avais posté un post de quelqu'un qui avait repris des citations de Georges-Louis Boucher et qui expliquait que c'était quand même des situations qui allaient vers l'extrême droite. Et j'avais posté ça sur Insta, c'était avant les élections de l'année passée. Et je commençais vraiment à me renseigner parce que je voulais être au courant
et je voulais être quand même un peu formée entre guillemets avant de voter quoi. Et j'ai un ami qui a répondu en mode patois, SVP, en mode il me disait que je diabolisais tout un parti et que je comparais tout le parti à l'extrême droite, alors que moi de base c'était pas spécialement mon intention. Moi ce que je voulais c'était surtout de pointer ces citations-là de Georges Louis en l'occurrence, et surtout de faire lire les gens et que les gens lisent les choses quoi. Ça c'était plus mon avis. Ou par exemple l'autre jour on était à une soirée et on commence à parler, je sais plus trop le contexte de la Palestine, et des potes commencent à faire des blagues et moi j'étais là en mode mais les gars non on fait pas des blagues là-dessus, c'est horrible ce qui se passe là-bas. Et ils se sont repris, ils ont dit oui c'est vrai, c'est vraiment horrible ce qui se passe. Je mets de l'énergie à garder une relation et à argumenter avec mes parents, mais je pense pas que je le ferais avec une personne dans un cadre romantique qui pourrait partager ma vie, parce qu'en fait elle passerait pas le cap d'arriver à être mon partenaire, parce que maintenant je peux plus concevoir qu'on soit si opposés sur des valeurs ou des idées politiques. Je dis pas qu'il peut pas y avoir des nuances, c'est quand même super cool d'entretenir le débat aussi dans un couple, mais ça peut pas être sur des choses diamétralement opposées. Je vois vraiment une relation comme un cocon dans lequel je peux être à l'aise, alors que mes parents, ça peut être un terrain d'argumentation, voire de combat parfois d'idées, alors que j'ai pas envie d'avoir cette charge dans mon couple, je pense. Je critiquais à un moment, et parfois j'ai envie de dépasser ce trope de la gauche qui va souvent se réfugier en fait dans le mépris et dans entre guillemets regarde les chiffres, mais pourquoi est-ce que tu fais ceci ou cela? Et en même temps, je suis extrêmement coupable de ça. Et c'est exactement ce que Café m'a dit quand je lui ai dit, mais en fait, tu te bases sur un réel Insta. Et je lui ai envoyé plein d'articles scientifiques. Je veux dire, c'est la base. Et en même temps, c'est pas très juste non plus de faire ça, parce que forcément, moi, je passe ma journée en fait à lire des articles scientifiques. Et donc, je pense qu'il faut choisir ses batailles, les batailles où on peut peut-être incarner en fait cette vérité, etc., ces faits, les mettre en avant et continuer en fait de les mettre en avant. Et en même temps, je pense qu'on ne peut pas rester dans notre bulle et ne pas se demander pourquoi en fait est-ce que toutes ces théories complotistes continuent d'émerger et d'être de plus en plus populaires en fait. Ouais, la question du débat avec des proches qui se basent pas sur des faits, moi je trouve ça compliqué parce que le plus souvent c'est... il y a deux cas de figure, je dirais. Le premier qui pour moi est le plus courant, c'est pas tant que les gens se basent pas sur des faits, c'est que parfois aussi on n'est juste pas d'accord sur des faits ou sur des interprétations des faits ou sur la gravité de faits ou leur caractère vraiment central. Moi, c'est plus dans ce genre de cas que je me retrouve. Et donc là c'est compliqué parce qu'en fait, du coup, la personne peut te faire la même accession. Elle va dire ouais, mais regarde, ça c'est très grave. Et toi, tu vas être là, bah non, ça en fait, c'est pas si grave ou c'est pas si important ou inversement. Et là, ça demande aussi un effort je pense, de réflexion sur soi-même et de se dire bon, ok, on n'a pas le même cadre d'analyse. Après, sur les gens qui viennent avec des absences de faits, à un moment, il y a deux solutions. Soit tu les ramènes aux faits, mais c'est hyper compliqué. Tu peux aller le fact-checker en direct, mais il est dans une dynamique où de toute façon, il les acceptera pas. Alors s'il dit ouais, mais ok, moi je suis pas d'accord avec toi. Faut, je pense, toujours bien rappeler, non, tes faits sont pas ok. Mais même si c'était vrai, qu'est-ce que ça change fondamentalement, quoi. Et de nouveau, tu vas ramener les gens à leurs propres valeurs et à leur propre cohérence avec leurs valeurs à eux. J'ai l'impression que les gens, ils ont envie que tu sois noir ou blanc ou pour ou contre et que le débat soit un peu facilité comme ça ou simplifié, alors que qu'en général, toutes les questions sont super complexes, surtout à l'heure actuelle, que ce soit au niveau, je sais pas moi, de l'écologie, de l'économie, de la société, donc... souvent je me méfie. Quand quelqu'un a un avis très tranché sur un sujet, je suis toujours assez méfiante. Et c'est un peu comme ça que j'engage la discussion, quoi. Et j'essaie de faire réfléchir la personne. En la faisant réfléchir, moi-même, je réfléchis aussi. Mais comme je le dis, moi, dans mon entourage, c'est quand même des gens qui sont ouverts. Et d'ailleurs, j'ai vraiment du mal à discuter avec les gens qui sont très fermés, quoi, parce que c'est très, très compliqué. Et c'est pour ça que je trouve que se remettre en question est important. Et mon papa, il mâche pas ses mots, moi non plus. Et donc, très souvent, ça
ça part un peu en clash, mais en clash où on respecte quand même chacune les vêtus des autres. Parce qu'en fait, lui, je sais que par amour, en fait, il respecte le fait que il nous a donné à ma sœur et moi une éducation, il nous a permis d'aller à l'université, etc. Et on a toutes les deux plus ou moins les mêmes opinions. Et donc je pense qu'il respecte ça et qu'il est fier de ça d'une certaine manière, qu'on soit capable de faire notre propre opinion, etc. Et en même temps, il n'est pas du tout d'accord, il le dit haut et fort. Et parfois, en fait, il y a des petites victoires qui font que je n'arrête pas en fait ces conversations. Mais un truc aussi permet aussi une efficacité politique plutôt. Parfois, c'est justement de ne pas être étiqueté et de jouer de façon plus subtile. Et aussi, en fait, ça, je pense en général, sur le maintien d'une bonne relation avec les gens qui sont d'un autre bord politique, un truc qui peut, je pense, bien fonctionner, c'est de partir de leur point de vue à eux, de leur valeur à eux dans la mesure du possible, pour leur démontrer que, en fait, au fondement de leurs valeurs, ne les mène pas nécessairement là où ils sont. J'ai encore quelques amis de droite, on va dire, beaucoup moins qu'avant. Petite anecdote, ils partent quand même souvent d'eux-mêmes de mes réseaux, etc. La dernière fois, j'ai publié une story où je parlais des feux de Los Angeles, enfin des incendies qu'il y a eu à Los Angeles l'année dernière, si je ne me trompe pas. Et je mettais juste en avant que c'était intéressant de voir que, pour une fois, ce genre d'événement touchait des personnes qui étaient ultra privilégiées. J'ai utilisé le gros mot riche, ou ultra riche, je ne sais plus. Et des personnes qui sont vraiment classe moyenne, avec qui j'ai été à l'université, se sont senties visiblement visées par ce mot riche et trouvaient que je me réjouissais, soi-disant, du fait que c'était... Alors que c'était pas du tout le message, mais ces personnes l'ont pris le message comme ça. Et tout ça pour dire que j'ai encore quelques personnes, dont des personnes, je dois le dire, qui ont travaillé de près ou de loin pour le MR durant les dernières années. Je dois dire que ça me fait aussi du bien d'avoir des discussions avec des personnes qui sont en dehors de ma bulle politique, parce qu'on peut vraiment vite tomber dans une impression que tout le monde est d'accord avec nous autour de nous. Moi, j'avais des amis qui pouvaient être du bord politique opposé, vraiment très opposé, même quand genre ultra conservateur, à la limite, à la limite extrême droite. Quand j'étais à l'université, parce que j'étais dans des trucs de débat, de discussion. Et c'était des gens avec qui je m'entendais bien humainement, et la relation était basée vraiment aussi sur le fait de discuter, parce qu'on s'était rencontrés, on débattait, et je trouvais qu'il y avait un moyen de justement de confronter ses idées et d'avoir en fait la critique la plus radicale possible de tes idées. Après, c'est des gens avec qui j'ai perdu contact. J'ai aussi des amis avec lesquels, pour le coup, je parle jamais de politique, qui sont des amis aussi dans un autre cadre qui lui, pour le coup, n'est pas politique, et avec qui je ne discute pas, mais vraiment pas de ces choses-là. Parce que, en fait, je pense que j'ai pas toujours envie de savoir. Voilà, après... Ouais, après, il y a aussi l'action, c'est quoi le bord politique opposé, quoi, où tu traces la distinction. Non, et je pense qu'aujourd'hui, je pourrais pas avoir un ami d'extrême droite, par exemple, voire même ultra conservateur, parce que, genre, vraiment, je pense que ce sont des gens dangereux, quoi. Et je peux pas. En fait, je pourrais plus être ami avec les gens avec qui j'étais ami à l'époque où j'étais étudiant, parce que juste. Je suis moins confus, déjà, et puis on est je pense que leurs idées, alors je sais pas ce qu'ils pensent maintenant, mais en tout cas leurs idées de l'époque sont dangereuses, ont des conséquences dangereuses. Et donc ça c'est pas possible, quoi. Du coup, sur la question de est-ce qu'on n'a pas un devoir de politiser les gens, ou en tout cas de faire remarquer, de marquer notre désaccord en tant que personnes privilégiées qui pouvons nous permettre en fait de le faire. En soutien à des gens moins privilégiés, il y a deux types de réponses. La première, c'est que évidemment, typiquement, donc les amis dont je parlais, avec lesquels je parle jamais politique, et je pense à un exemple récent où il y a une blague super, je pense que c'était une blague soit homophobe, soit super misogyne qui a été faite, et j'ai dit, moi ça me fait pas rire en fait. Dans la relation avec Café, le plus difficile, je pense que c'était la dissonance cognitive. Parce qu'on sait que pour être heureux, on doit faire sens et avoir une certaine logique et cohérence. Et là, en fait, j'avais honte. En fait, j'avais honte. Et c'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai repensé à ma relation avec Café. J'avais honte parce que
les personnes avec lesquelles on passe le plus de temps reflètent et disent quelque chose de nous. Mais encore plus, et a fortiori la personne qu'on choisit de nulle part, avec laquelle on date, c'est même pas sa famille, c'est on a choisi. Et en fait, qu'est-ce que ça dit de moi si je choisis un bolsonariste ? En fait, c'est une trahison énorme de mes valeurs. Et c'est extrêmement difficile de vivre avec ça et en fait de faire sens de ça et de se dire, en fait, ça veut dire que je suis pas une vraie écolo. En fait, ça veut dire que je suis pas une vraie démocrate. En fait, ça veut dire que je suis pas une vraie socialiste. Et honnêtement, le nombre de stratégies, je pense, psychologiques qu'il faut développer pour pouvoir faire face à ça. Mais clairement, dès que le café mettait une story politique, je me disais non, efface-la. Parce qu'en fait, j'avais honte de ce que ça disait de moi et je voulais vraiment pas que qui que ce soit voit ça, parce qu'en fait, ça invalidait la cohérence de mon existence même. Moi, je suis un peu dans cette situation où ça fait depuis très longtemps qu'on est ensemble. Et maintenant, moi, je suis beaucoup plus consciente de plein d'enjeux que je lui explique. Lui, de base, il aime bien ne pas changer les choses. Enfin, il aime bien rester dans ses habitudes, il aime pas spécialement changer les choses. Mais donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des compromis, quoi. Et je pense que toute relation ou tout couple est amené à faire des compromis. Mais du coup, le fait de réfléchir ensemble et de trouver des compromis ensemble, ça solidifie notre relation et ça la rend plus mature et ça nous permet de surmonter ensemble un peu des moments où on n'est pas d'accord, quoi. Moi, je pense que je pourrais être dans un environnement hyper sexiste. Je veux dire, j'aurais du mal, tu vois. Ce serait pas agréable et tout, mais je me sentirais pas personnellement attaqué. Ça, c'est la chance d'être un mec blanc de gauche, c'est que en fait, tes adversaires politiques, tu représentes en quelque sorte, en tout cas au moins en partie, sinon leur idéal, mais au moins tu as ce qu'ils valorisent. Donc c'est pas, à part sur les questions politiques, c'est pas toi qui vont attaquer. Aujourd'hui, soit dans mes nouvelles relations, soit quand je réévalue des relations, en fait, un truc qui m'aide pas mal, c'est que je me pose la question de, ok, est-ce que je veux essayer de faire rentrer le débat politique là-dedans ou pas, et jusqu'à quel niveau. Et ça, je pense, ça peut, enfin, c'est aussi important parce qu'il faut pas. C'est tentant quand on est politisé de vouloir justement tout politiser. Mais moi, je pense qu'il y a des gens qui sont des adversaires politiques, qui en restent néanmoins des gens qui, enfin, c'est pas des ordures, quoi. Moi, je pense qu'en effet, il y a une vraie importance et c'est crucial en fait de créer des ponts, parce que là, tout est en train de se cliver de toutes parts, que ce soit dans les médias, par le biais des réseaux sociaux. On revient en fait à une ère très individualiste. Bon, on n'en était pas sorti, mais j'ai l'impression qu'il y avait quand même une petite mouvance sur les avancées de droits sociaux ces 10-15 dernières années. Et là, on est quand même dans une ère où tout le monde redevient plutôt individualiste, et donc c'est super important de créer des ponts, en effet. Et puis, en fait, ça revient à parler du concept de personnes alliées, où, en effet, si moi, je me sens discrédité, humilié quand je dois parler avec certains types de personnes qui ont certains mécanismes de pensée, ça peut être violent, tout comme d'autres personnes, les personnes trans, les personnes racisées, enfin, celles qui ont l'habitude de voir leur mode d'existence en fait remis en question. J'allais dire mode de vie, mais c'est même pas mode de vie, c'est mode d'existence. Donc non, c'est super important d'avoir des personnes, si elles se sentent à l'aise et armées pour le faire, d'investir des espaces de discussion qui sont en effet moins violents pour elles, et en effet de reprendre les gens, ou justement d'aller activer cette empathie. Je pense qu'il faut vraiment qu'on commence à parler d'activer l'empathie chez les gens, parce que je refuse tout de même de croire que tous les gens qui sont en train de souscrire à des idéologies plus identitaires, plus radicales et d'extrême droite, etc., sont tous profondément dans la haine de l'autre. Vous l'aurez compris, les relations c'est compliqué. Ça peut être violent, frustrant, traumatisant, quand elles ne se basent pas sur des valeurs communes. Et finalement, des opinions politiques, c'est avant tout des valeurs. Mais s'il y a bien une chose que je retiens de ces échanges, c'est qu'il faut cultiver le dialogue, l'empathie et la bienveillance. Et probablement les raviver chez bon nombre d'entre nous. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo @goodmorninglo.
On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode d'Épicéa et d'ici là, prenez soin de vous.